L'examen neurologique. L'essentiel du diagnostic neurologique est acquis lors de l'entretien avec le malade, entretien ou interrogatoire au terme duquel une ou des hypothèses sont posées, à partir de l'énoncé du malade, c'est-à-dire des symptômes, ou plaintes. Ces derniers peuvent avoir valeur de signes cliniques. Par exemple, il est possible d'affirmer qu'il existe une paralysie oculomotrice lorsqu'un malade se plaint de voir double et signale que cette diplopie disparaît en fermant un œil. L'examen neurologique, qui recueille des signes cliniques, a pour objectif, selon les situations, de vérifier si l'hypothèse acquise en fin d'entretien est confirmée, en vérifiant que les signes cliniques attendus sont en effet présents, et de l'affiner. Dans l'exemple de la diplopie, l'examen va essayer de déterminer quel nerf oculomoteur est atteint. De sélectionner l'hypothèse la plus probable, quand plusieurs hypothèses étaient restées concurrentes à égalité à l'issue de l'entretien. D'orienter le diagnostic quand aucune hypothèse n'apparaît clairement après l'entretien. De vérifier qu'il n'y a pas d'autre anomalie que celle attendue en fonction de l'hypothèse retenue. Certains signes dits négatifs parce que absents peuvent avoir une grande valeur diagnostique. De s'assurer que l'examen neurologique est en effet normal, quand l'entretien laisse penser que ce doit être le cas. En dehors de ce dernier cas, l'examen neurologique doit être orienté, par des hypothèses et par la situation clinique. Avant d'être complet, on commence l'examen par les gestes cliniques en rapport avec l'hypothèse la plus probable et on le complète ensuite. En outre, certaines investigations, comme l'examen des fonctions cognitives, n'a pas nécessairement de sens, quand il n'y a pas de plainte et surtout quand l'entretien a permis d'évaluer l'absence de troubles cognitifs chez un malade jeune qui consulte pour tout autre chose. Il en va de même pour les fonctions sphinctériennes. L'examen neurologique tel qu'il est décrit ci-dessous est donc davantage une trame, un canevas à adapteur à chaque situation qu'un déroulé systématique toujours mis en œuvre. Par le nombre de systèmes neurologiques, et aussi non neurologiques, qu'elle mobilise, l'étude de la marche est très informative. On examine la vitesse, l'amplitude et la régularité du pas, l'orientation, rectiligne ou non, parfois en ayant recours à une ligne droite au sol, le demi-tour, harmonieux ou décomposé, le ballon automatique des bras. La marche sur une ligne droite sensibilise l'examen. La marche sur les talons teste la motricité des loges antérolatérales des jambes, la marche sur la pointe des pieds teste la force des muscles de la loge postérieure de jambes. Différents types de troubles de la marche d'origine neurologique sont décrits, qui peuvent être immédiatement évocateurs d'un syndrome. Mais parfois, c'est la poursuite de l'examen sur le malade debout ou allongé qui va permettre d'attribuer à tel syndrome tel trouble de la marche. Faites demi-tour. Comme la marche, la station debout mobilise plusieurs systèmes, entre autres, corticospinal, cérébelleux, vestibulaire, sensitif profond proprioceptif. On demande au malade de se tenir debout, les pieds bien joints l'un contre l'autre, bras tendus à l'horizontale, d'abord en gardant les yeux ouverts, puis en les fermant. On observe l'axe du corps avant et après occlusion des yeux, oscillation ou non, déviation latéralisée ou non, les tendons des muscles tibiaux, jambiers, antérieurs, qui normalement ne doivent pas bouger. Il est utile, notamment chez le sujet âgé, de tester l'appui monopodal, et d'en noter la durée possible, et la résistance aux poussées antéro-postérieures. Les joints des pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez fermer les yeux. D'accord. Tout examen doit être comparatif droite-gauche. On commence par une appréciation globale. Au membre inférieur, manœuvre de Mangasini, décubitus dorsal, cuisse à la verticale, jambe à l'horizontale, et la manœuvre de Barré, décubitus ventral, jambe à la verticale. Alors vous allez plier les deux jambes en même temps, voilà, et tenir le plus longtemps comme ça, possible. 10 à 20 secondes aussi. Alors vous allez fléchir les jambes et tenir le plus longtemps possible.
10 à 20 secondes. Aux membres supérieurs, épreuve des bras tendus, à l'horizontale. En fait, il faut tendre les bras en avant. Voilà, main tendue. Et vous essayez de tenir le plus longtemps possible. 10 à 20 secondes. Il convient d'attendre 10 à 20 secondes avant de conclure quant à l'absence de déficit, lors de ces manœuvres. Puis on passe à une évaluation segmentaire, muscle par muscle. Elle suppose une connaissance suffisante de l'action exercée par chaque muscle, aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Résistez-moi, très très fort. D'accord. Mettez les bras le long du corps maintenant. Écartez. Bien. D'accord. Vous pouvez faire comme ça. D'accord. Rebranchez. Tendez le bras très fort. Résistez-moi. D'accord. Ici. D'accord. Maintenant, résistez-moi. Ici. Résistez-moi. D'accord. Vous pouvez le très fort. Oui, ici. D'accord. D'accord. Vous pouvez faire enclencher là. Empêchez-moi d'ouvrir. Empêchez-moi d'ouvrir. Empêchez-moi de placer. Battez les doigts très fort. Empêchez-moi de les rapprocher. Pouvez-vous lever la jambe au plafond, très fort. D'accord, ici. D'accord. Tenez la jambe très raide, empêchez-moi de plier. Très raide, empêchez-moi de plier. D'accord, pliez les jambes à présent. Ramenez les talons vers vos fesses. Résistez-moi. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez relever les deux pieds et les deux orteils? Résistez-moi bien. D'accord. Parfait. La cotation est la suivante. 0. Absence de contraction. 1. Contraction sans effet moteur. 2. Contraction avec déplacement, mais pas contre la pesanteur. 3. Contraction contre la pesanteur. 4. Contraction contre résistance. 5. Normal. On évalue la résistance passive, on évalue la résistance à la mobilisation passive des différents segments de membres, la mobilisation est effectuée à vitesse moyenne puis à grande vitesse. On étudie le ballon des articulations distales, cheville, poignet. Pour ce faire, on empoigne le segment proximal et on lui imprime des mouvements alternatifs. Mettez main l'aide avec la main gauche. Avec la main droite. Il existe deux principales sortes d'hypertonie, soit spastique, soit rigide. Une hypotonie peut être présente dans les déficits moteurs périphériques, à la période initiale d'une lésion de la voie cortico-spinale ou lors du syndrome cérébelleux. Examen de la coordination motrice. Aux membres supérieurs, on demande au sujet de mettre le bout de son index sur le bout de son nez, ou sur le lobe de son oreille, en partant de loin et le plus vite possible. Aux membres inférieurs, on demande au sujet allongé de mettre son talon d'un côté sur le genou de l'autre, le plus vite possible, puis de descendre le long de la crête tibiale. C'est bon. Est-ce que vous pouvez, monsieur, le plus vite possible, dès que je lâche, mettre le bout de l'index sur le bout du nez? Vous êtes prêt? Oui. Le plus vite possible. Attention, hop. D'accord. Pareil, dès que je lâche, vous allez très vite sur le nez. Hop. D'accord. Hop. D'accord. Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez lever au plafond les deux bras fort? D'accord. Tirez vers vous bien fort. Ici, bien fort. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre le talon gauche
sur le genou droit le plus vite possible dès que je le lâche, et ensuite descendre le long de la crête de la jambe. Avec le talon droit, hop, descendre le long de la jambe. D'autres manœuvres sont possibles. Passer de la position allongée à la position assise sans l'aide des bras, normalement, les membres inférieurs ne se soulèvent pas. Accroupissement, normalement les talons décollent. La deuxième partie de cette vidéo comporte examen des réflexes, examen de la sensibilité, examen des nerfs crâniens, examen des sphincters, examen de la vigilance et des fonctions cognitives.